Ouais, ce soir qu'on essaie de faire un pas, jusque-là on essaie de parler de la rencontre, de l'expérience, du transfert et de ce qui pouvait être, ce qui pouvait permettre de s'approcher de l'expérience. On appelle ça comme ça du chant lyrique. Je vais essayer un peu de dire autre chose que ça. Alors, c'est-à-dire qu'on s'avance dans des régions, dans des champs, c'est le cas de le dire, tels qu'on les approche, tels que j'essaie de les approcher avec vous, plus exactement. Nous nous avançons dans quelque chose qui n'est pas débattu jusque-là. Hein? C'est quelque chose qui est, peut-on parler de vierge? Peut-être, mais enfin c'est quelque chose qui est assez particulier. On a d'un côté effectivement des données qui sont celles du transfert, qui visent à mettre en place, en parlant, on pourrait dire, en disant ce qui vient, dans une expérience particulière, qui est celle d'un lien social particulier, qui vise à permettre que soit possible ce que l'on appelle le discours analytique. Et d'emblée, vous voyez qu'on s'écarte de tout ce qu'on peut lire sur la psychanalyse, etc. Le discours analytique, au sens où Lacan en a parlé. Alors, et d'une part ceci, Lacan a donné l'écriture, avec des lettres, pour bien montrer que justement on ne pouvait pas le définir. Chacun lit à sa façon les lettres en question. Pourquoi? Parce que ce discours analytique, on pourrait dire prend en compte, non seulement prend en compte, mais part du fait qu'il y a quelque chose qui échappe à toute définition, qui est insaisissable, que Lacan a nommé le réel. Bon, ça c'est une chose. Alors là-dessus, il y a un certain nombre de, on va dire comme ça, d'élucubrations qui peuvent être apportées, l'élucubration de la pensée. Bon. D'un autre côté, il y a tout ce qui peut être dit sur le chant lyrique. Déjà, quand on dit chant lyrique, on est déjà un peu plus avancé que le chant habituellement. Un peu plus avancé que ce qu'on appelle l'opéra. Parce que l'opéra, dans un opéra, il y a la mise en scène, il y a toutes sortes de choses, surtout maintenant, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Si vous regardez une affiche d'opéra, vous allez voir d'ailleurs qui? Vous allez voir le nom du chef d'orchestre, le nom du metteur en scène, vous allez voir évidemment le nom des interprètes, mais souvent on ne sait même pas exactement quel rôle ils jouent, ni ce qu'ils sont dans l'opéra. C'est pour montrer à quel point quelque chose a glissé. Alors qu'on peut dire qu'effectivement, l'opéra, dès le point de départ, dès cette Orphée de 1600, qui précède l'Orphée de Monteverdi, dès cet Orphée, je cherche le nom, c'est un italien, ça va me revenir, c'est un particulier, ce sont une camerata, c'est-à-dire quelques personnes, parmi lesquelles, sur les 5 ou 6 personnes, il y a 2 chanteurs. Et c'est une mise en jeu de la voix. Bon. Alors, donc d'un côté, ce qu'il en est du discours analytique, et c'est très compliqué à définir, je m'appuie sur ce que nous transmet Lacan, à partir de Freud. C'est pas ce qui est communément dit, qui relève plus de la psychologie, en fait. Bon. Et puis, donc, de l'autre côté, cette expérience du chant lyrique, je reviens, où, vous voyez, si on parle de chant, on parle de corps, on parle de voix, par définition. Donc, avec tout ce qui peut être développé,
de ce côté-là, au niveau on va dire, des performances des chanteurs. Et puis, il y a des catégories différentes chez les hommes et chez les femmes. Enfin, actuellement, c'est comme ça. Vous savez qu'il y a eu un temps où il y avait même quelque chose qui était problématique. C'est toute la période baroque, notamment. Et il y a donc ça, les hommes, les femmes, les voix d'hommes, les voix de femmes, etc. Alors, il y a d'emblée une question qui est posée, pourquoi? Parce que si on prend ce qui permet ce lien social particulier, à partir duquel va se définir le discours analytique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le langage, on ne peut plus mettre d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, tel que saint Paul le faisait, par exemple dans les églises. Donc c'est pas d'aujourd'hui. On ne peut plus baser la répartition sexuelle comme elle est définie habituellement. Enfin, on peut toujours essayer, hein. C'est ce qu'on n'arrête pas, d'ailleurs. On peut toujours essayer, mais néanmoins, il y a quelque chose, effectivement, qui est problématique, et c'est ça qui est une donnée, un nouveau savoir du discours analytique, c'est que le langage, alors encore une précision, le langage, évidemment, ça fait penser à la linguistique, bien sûr, au signifiant, au signifié, c'est-à-dire tout ce qui a été élaboré depuis longtemps, hein, depuis les stoïciens, etc., notamment qui a bien été repris, notamment par de Saussure, mais ce qui est étrange, c'est que depuis le développement du discours scientifique, 17e, 18e, 19e, hein, c'est-à-dire les Lumières, il y a quelque chose qui s'élabore progressivement pour aboutir au fait que s'il y a le signifiant et il y a le signifié, ce qui est dominant, c'est le signifié. C'est pas le signifiant. C'est-à-dire, pour le dire autrement, que même si de Saussure va mettre une barre pour séparer signifiant et signifié, barre qu'il va qualifier comme étant régie par ce qu'il appelle l'arbitraire, c'est-à-dire c'est quoi l'arbitraire? C'est l'arbitre, c'est le maître. C'est le maître qui décide. L'arbitre, il sait, il ne peut pas se tromper. Hein. Ce qui se passe récemment là, avec la main d'Henri, là. Hein. Il ne peut pas se tromper, l'arbitre. Il ne peut pas revenir dessus. C'est arbitraire, c'est ça. Bon. Eh bien, ce qui est en jeu, donc, à partir de le discours habituel, le discours du maître, le discours universitaire, je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que je ne vais peut-être pas arriver là où je voudrais aller, essayer d'aller. Eh bien, si donc on en reste là, or on sait que de Saussure n'en est pas resté là, seulement il a eu peur, on a découvert dans ses tiroirs des choses assez surprenantes. Hein, il n'a pas pu les publier. Il n'a pas pu les publier parce qu'il a eu peur de ce que tout ce qui est nouveau fait peur. Pourquoi? Parce que ça réveille. Ça fait tellement peur qu'on peut fuir, qu'on peut attaquer l'autre, qu'on peut se défendre, etc. Donc, ces anagrammes sur les poèmes saturniens, etc., où il pouvait retrouver, comme ça, vous pouvez retrouver les lettres des dieux, d'un dieu à qui était dédié le poème. Comme ça, il a trouvé ça. C'est pas rien, on n'est pas du tout dans le signifié. Hein. Et puis finalement, la plupart des ceux qu'on connaisse, c'est par les poèmes qui valent et non pas par ce qu'ils ont écrit du côté du signifié. Bon, donc, qu'est-ce qu'introduit le discours analytique? Alors, de façon radicale, il y a une coupure, une césure totale, une rupture. C'est que ce qui prime, c'est le signifiant. Alors, on passe donc du fait que on considérait bien le signifiant. Vous allez entendre parler du signifiant, mais comme effet de signifié, c'est-à-dire que si telle ou telle personne a pris ce signifiant-là, derrière tout ça, ce qui est retenu, c'est le fait que ça veut dire ça. Alors que si vous prenez ce qui se passe tout d'un coup au niveau d'un jeu de mots, c'est pas ce qu'on dit. Après, on va rattacher, on va dire que,
Par exemple, c'est l'exemple très connu, familionnaire, on va dire qu'il y a famille, qu'il y a millionnaire, etc. Mais ce qui compte, c'est pas ça, là. On est déjà dans le refoulement quand on explique. Quand on pense, on refoule. Quand on explique, on refoule, automatiquement. Donc c'est pas un péché, le refoulement. Ça fait partie de la pensée. Donc, pourquoi? Pour se faire comprendre. C'est qu'on refoule à tire-larigot, d'une certaine manière. Qu'elle ait trouvé la signification de ce mot-là, tire-larigot, dans le dictionnaire. Vous allez voir, imaginez un monsieur Larigot à qui on tire la cuisse ou je ne sais pas quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Et par ce biais-là, la tire-larigot, à l'instar de Lacan, j'introduis la dimension du signifiant. Le signifiant ne donne aucun message. Bien sûr qu'on va lui en faire donner. On va lui faire donner du sens. Mais le signifiant ne donne aucun sens. Le signifiant, ça s'entend. Alors là, on arrive sur quoi? Sur le son. Et ce qui est au-delà du son, donc on arrive à quelque chose qui... Alors justement, si on prend, à mon avis, le discours analytique comme ça, et c'est tout l'enseignement de Lacan qui est dans cette perspective-là, eh bien, si on le prend comme ça, alors, le signifiant, ce qui fait qu'il sort une formule, il faut que tous ceux qui veulent comprendre, ils perdent leur latin. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. En linguistique, c'est le signifiant représente quelque chose pour quelqu'un. Ben non, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas de quelqu'un. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Débrouillez-vous. Il n'y a rien à comprendre. C'est de la musique, la formule. Le signifiant représente... C'est du legato, c'est une ligne de chant. On va dire ça, comme ça, pour bien trancher les choses. Donc, vous voyez que l'importance de ce que transmet Lacan, on peut dire l'artiste, Lacan qui connaissait beaucoup de choses, bien sûr sur le plan de la peinture, il a plusieurs fois dit qu'il allait parler de la musique, mais on peut dire qu'il n'arrête pas d'en parler. Il n'arrête pas. Et toute la dimension du signifiant, et c'est comme ça qu'il a introduit le séminaire encore, c'est ça. C'est-à-dire que ça pose la question de ce qui s'entend. Et il dit bien, il insiste, ne comprenez pas trop vite. Lisez, ne comprenez pas. C'est pour ça, dit-il, que j'ai écrit ce que j'ai appelé écrit. C'est pas du tout l'écriture de quelque chose. Les écrits, ça a ce poids de réel dont je parlais tout à l'heure. Et la question d'emblée, vous voyez dans le discours analytique, quand quelqu'un vient parler à quelqu'un d'autre, c'est ceci. Et c'est la question qui se passe ici actuellement. Est-ce qu'il est possible que vous entendiez quelque chose du réel que porte ma voix? Ce que j'appellerais ma voix, sans que je sache ce que ça veut dire, au-delà de ce que je raconte. Donc, voilà le ressort du discours analytique. Alors avec ça, on est dans une position justement très particulière. Quand ça l'objet de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à s'asseoir sur sa voix, contre la voix, mais pas du tout pour utiliser, pour comprendre quoi que ce soit. Voilà. Et on n'arrête pas d'essayer de comprendre, de vouloir. C'est normal. C'est normal puisque on s'est fait comme ça. On s'est fait comme ça. Donc, d'un côté, ça. L'objet petit a. L'objet. L'insaisissable. Quelque chose qui n'a pas d'être. Quelque chose qui glisse dans la formule. Le signifiant présente le sujet pour un autre. Ça s'appelle la métonymie. Ou alors une autre formule. L'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. Là, on peut comprendre quelque chose, par contre, oui. On a complètement compris le travers. Il ne s'agit pas du tout de la réflexion. Il ne s'agit pas qu'il y a l'émetteur, le récepteur, puis le récepteur, il renvoie en basculant, en faisant basculer le miroir. Pas du tout, c'est pas ça que ça veut dire. C'est une formule de Lévi-Strauss que Lacan dit avoir retenue et qu'il va utiliser, lui. Mais c'est pas du tout... c'est pas la version au sens
ce serait peut-être plutôt quelque chose d'ordre de l'aversion que de l'inversion. Vous voyez, dès que je glisse comme ça entre inversion et aversion, vous voyez que c'est ça le langage. On se laisse emporter et transporter par quelque chose. C'est comme ça que ça avance. C'est comme ça qu'on sort de l'ornière du sens. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas à penser, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas à passer par le sens. Il faut bien passer par le sens. C'est la fonction de l'usage. Alors, de l'autre côté, l'expérience du chant lyrique, et là, évidemment, je me place dans la perspective qui est la mienne, puisqu'après avoir entendu des interprètes, quelque chose un jour m'a tellement sonné, mordu, je ne sais pas comme il faut dire, ça le réel, que j'ai voulu m'engager dans cette expérience-là. Alors, ça pose plusieurs questions. Ça pose la question, notamment, de qu'est-ce qui peut. C'est ça la question de l'objet hein, que Lacan appelle objet cause du désir. Qu'est-ce qui peut mettre en mouvement un être parlant pour que il ne puisse pas, j'insiste, je formule comme ça, ne pas aller dans cette direction-là. Bien sûr qu'il pourrait toujours ne pas y aller. En fait, il se trouve que s'il y va, c'est qu'il ne peut pas ne pas y aller. Et on peut aller au-delà. Qu'est-ce qui fait qu'il peut y aller? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'il peut y aller? Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'avant, il ne savait pas qu'il ne pouvait pas y aller? Voilà la question. Il ne savait pas qu'il y avait, ou qu'il y aurait, comme je l'ai mis là au début de l'argument, là, au début de cette année, qu'il y aurait faute à une certaine jouissance, à un certain mode du jouir. Tout ça, c'est des données du discours analytique. Alors, l'important, c'est de ne pas les plaquer. Néanmoins, il doit bien y avoir, entre celui qui parle et celui qui chante, dans la mesure où, pour l'un comme pour l'autre, l'important, c'est le langage, c'est pas l'être humain. Hein? L'humaine pensée, ça en fait faire des conneries, l'humaine pensée. On voit ce que ça donne, là, les catastrophes. Hein? Bon, l'être parlant, hein, qu'est-ce qui fait que l'être parlant, je dis des conneries, c'est pas du tout des bêtises, hein, c'est ce qui est recommandé, hein, déconner à plein tube, hein, c'est-à-dire dites n'importe quoi. Eh bien, l'être parlant, du fait du langage, c'est ça qui nous différencie de l'animal, c'est-à-dire nous sommes des animaux parlants. Du fait du langage, je reviens, ne peut plus, même si le discours scientifique l'a défini comme ça, et l'a défini avec précision, puisque caractère primaire, caractère secondaire, caractère tertiaire. Hein? Un caractère, par exemple, caractère secondaire, ben c'est ce qui fait qu'on va voir que quelqu'un est un homme ou une femme, au niveau de ce qu'il a sur le corps, ce qui apparaît, puis tout ça c'est lié au caractère primaire, c'est-à-dire quoi, au génotype, hein? C'est pas du tout des idioties, hein? C'est très précis, l'ADN et compagnie, c'est très très prouvé scientifiquement. Et bien pourtant il y a autre chose, voilà, qui ne se prouve pas scientifiquement. Et cette autre chose, c'est ça, c'est le fait que tout être parlant, qu'il ait les attributs ou non de la masculinité ou de la féminité, ce qu'on appelle habituellement les hommes et les femmes, peut, bien sûr, se ranger
dans ce qu'on appelle une fonction, c'est un fonctionnement, c'est pas le fonctionnement utilitaire, dans une certaine fonction, dans une certaine catégorie, où intervient cette signification, ce signifier, ce qui est promu par la société, on va dire, par la culture, comme étant tout à fait à l'ordre du jour. Il faut en savoir beaucoup de ça. Et ceci, ce quelque chose-là, eh bien, donc tout être parlant peut se placer dans cette direction-là. On appelle ça, à partir de Freud, et Freud lu par Lacan, on appelle ça la fonction phallique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le phallus habituellement. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas à voir ce qu'on imagine immédiatement. La fonction phallique. Alors, tout être parlant peut donc être dans cette fonction phallique. Alors, c'est écrit par Lacan, hein, de façon particulière, avec des lettres, toujours pareil. À ceci près qu'il y a une limite là-dedans. Il y en a un qui ne s'inscrit pas dans la fonction phallique. C'est ce qu'on appelle la fonction paternelle, c'est-à-dire ce qui transmet la dimension de la castration. Tout ça, c'est du côté, on va dire. Et là, on fait un saut du côté du tout homme. Et vous voyez que là, les femmes aussi ont le droit de s'y mettre. Elles s'y mettent. C'est ce qu'on appelle habituellement les femmes. Elles s'y mettent tellement bien que celles qui sont tout à fait au point, c'est ce qu'on appelle les hystériques. Et que ça renouvelle un peu là, ce que Freud a appelé le protos. Le premier mensonge. En parlant d'hystérie. Ce n'est pas du tout un mensonge. C'est une première vérité. Alors c'est quoi la vérité? Eh bien, c'est que les hommes, ils ont perdu les pédales complètement, et celle qui peut en dire un peu quelque chose, c'est les hystériques, sur le savoir dont on parle. C'est ça que ça veut dire. Mais évidemment, comme le savoir des hommes est un savoir sur l'être, eh bien, on va diffamer les hystériques, depuis toujours. Et pourtant, la psychanalyse, elle vient de la parole des hystériques. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a plus à distinguer hystérique, homme ou femme, puisque de toute façon, on est dans la dimension de ce qu'on appelle la fonction phallique, c'est-à-dire celle du tout homme, de l'universel, de la façon de penser, on va dire, universelle, du discours de la science, pour dire des choses plus simples, ou de la religion, tous les discours habituels, sauf un qui prend en compte autre chose, et ça va s'énoncer comme ça, c'est Lacan qui énonce ça dans le séminaire encore. Après, il faut que j'arrive à parler un peu de la musique par rapport à ça. Vous voyez, c'est tellement... Il faut toujours redéployer les choses parce que c'est comme ça. Eh bien, si tout être parlant peut s'inscrire dans la fonction phallique, phi de x, écrit comme ça, quels que soient les attributs, c'est-à-dire la masculinité et la féminité, il est en même temps pas tout dans la fonction phallique. Alors, tout être y est, et en même temps, il n'y est pas tout. C'est-à-dire qu'il y a ce pas tout, c'est ça le pas. Il y a quelque chose qui, et c'est là qu'on arrive à la dimension du réel, il y a quelque chose qui ne peut pas être défini comme relevant d'un savoir tel qu'il peut être, je dis, appris, tel qu'on peut l'apprendre, et notamment un savoir très élaboré, très compliqué, très philosophique, très mathématique, c'est même pas un problème. Quoique au niveau de mathématiques, il faudrait distinguer, parce que justement, ça se transmet avec des lettres, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose, donc, là, qui fait que, du fait du langage, je reviens à ça toujours, c'est-à-dire que si on part du fait, si on part vraiment, si on prend en compte cette autre formule de Lacan, l'inconscient structuré comme un langage
et non pas l'inconscient, c'est les pulsions de vie, les pulsions de mort, les pulsions de ceci, les machins, les trucs, voilà, l'espèce de fourre-tout, l'espèce de vide poche comme ça, on met n'importe quoi, hein, tout ce qu'on voudra, du fait qu'on ne peut pas le penser, ou du fait que c'est agressif, c'est pas ça l'inconscient. C'est du langage, c'est structuré comme un langage. Donc, le point de départ, c'est le langage. Et du fait du langage, et donc du fait de la possibilité du discours analytique, ce qu'apporte le discours analytique, c'est ça, c'est que, alors on pourrait dire qu'il y a une part masculine, il y a une part féminine, mais alors immédiatement, vous voyez tout le truc, le fantasme qui apparaît immédiatement, c'est la bisexualité. Non, c'est pas du tout de ça dont on parle. Il s'agit de ce qui se passe quand quelqu'un parle, et non pas comme quelqu'un se comporte, sur le plan des actes sexuels. C'est pas de ça dont il s'agit. Alors, une fois qu'on a dit ça, il me reste à peu près 10 minutes là, est-ce qu'il est possible de dire autre chose de ce qui se passe quand, comment dire ça, quand jaillit quelque chose du corps de l'être parlant qui s'appelle, on va dire, la voix. Donc vous voyez que, à nouveau, je sors de tout le discours scientifique qui va permettre de... J'ai rien contre, rien du tout. C'est pas mon parcours. Si ça l'a été, à un moment, je l'ai laissé de côté. Parce que j'ai fait médecine, à un moment, j'ai laissé ça de côté. Hein? Donc, toutes les analyses très compliquées sur le son, j'y suis allé, je connais beaucoup de gens à l'IRCAM à Paris, c'est pas le problème. Ça a tout à fait son champ d'application, mais c'est le champ de l'analyse, pas psychanalyse, de l'analyse habituelle, de la définition des choses. C'est pas ce champ-là, on écrit comme on veut le mot champ, c'est pas ce champ-là qui nous intéresse. Si on prend en compte cette dimension de l'objet cause du désir, insaisissable, réel. Alors, qu'est-ce qu'il est possible d'avancer que j'ai appelé la force du destin cette année, du côté du destin de ce qui peut, je disais jaillir tout à l'heure, de ce qui peut effectivement, soudainement, sortir d'un point du corps qu'on appelle la bouche. Hein? L'araignée, c'est pas pareil. Pourtant, il sort quelque chose d'un point opaque. C'est un travail de texte, c'est une toile d'araignée. C'est pas ce qu'on imagine, la toile d'araignée. Bien sûr, c'est ce qu'on imagine. C'est un travail de sculpture, c'est un travail d'artiste. Du relief. Quelque chose de très particulier, c'est extraordinaire, une toile d'araignée. C'est pour ça qu'on ne les supporte pas. Avec, hein. Bon. Passons. Alors, qu'est-ce qui peut sortir du corps? C'est à vous de savoir avec la pulsion, vous voyez qu'on n'est plus dans les histoires pulsion orale, c'est plus compliqué que ça. Nous, être parlant, notamment, ça sort par là. Et il y a une anatomie, une physiologie qui fait que dans certaines circonstances, j'en ai déjà parlé, il est possible de moduler, et ça s'apprend, on est plus ou moins doué, mais ça s'apprend, le fonctionnement de l'air, le passage de l'air dans le corps, pour que on arrive à produire un certain type, ça on peut l'étudier, le son. Bon. C'est-à-dire que, de même qu'on fabrique un piano, un violon, etc., on peut arriver à fabriquer un instrument qui respire d'une certaine façon, et qui va arriver à produire certains sons, comme le piano, comme le violon, etc., ou le bois, etc. Bon. Ça, c'est évidemment important.
Il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour dire ce que je dis. Hein. L'énigme, on en arrive à ça, l'énigme, c'est, parce que j'essaie un peu de voir comment ça peut se nouer. J'ai pas besoin de quelqu'un, comment dire ça, me dise que c'est vrai ou pas vrai, je n'ai rien à faire. C'est mon histoire, c'est mon parcours. Donc je me base là-dessus. En avançant, comme on dit, comme disaient les Grecs, avec phronésis et avec prudence. Hein, bien sûr. Sous la protection de phronésis. Que ce serait si facile de dire des idioties pour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette mécanique particulière? Pour y penser à la mécanique, qui est un piano, qui est un violon, qui est tout ça, c'est maintenant. Comment on peut penser ça? Puisqu'il s'agit d'arriver à toucher du doigt quelque chose qui n'est pas pensable. Voilà le truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, je vais répondre à partir de la création artistique, mais là, je vais répondre autre chose. En 1893, un peintre, 12 à peu près, du nord de l'Europe, vous connaissez ça, Munch, quelles que soient les raisons qui l'ont mené un jour, même ça, un peintre, c'est pareil, hein, ça ne se fait pas comme ça d'emblée. Hein. Il y a plusieurs essais. Hein, un jour, il arrive à faire un tableau qui s'appelle Le Cri. J'ai parlé. J'ai oublié de vous emmener. Enfin, vous connaissez ça? Bon, c'est qu'on commence la psychanalyse. Alors, on va pas glisser là-dessus avec la psychologie. C'est aussi le moment où Verdi écrit son dernier opéra, Falstaff. C'est le moment où commence Puccini. C'est pas très loin en Europe de ça. Freud, il n'est pas loin non plus. C'est le moment où Cantor, quelques années avant, a défini quelque chose, au niveau des mathématiques. C'est le moment où Einstein, dans le courant, il se passe des choses. Mais c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Justement, il y a quelque chose. C'est tellement facile d'expliquer comme ça, puis on n'explique rien. Ou du moins, on explique quelque chose qui va tourner très court. Alors, le problème, c'est de savoir si, quand on regarde un tableau, il y a toujours d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire s'il est d'actualité? C'est ça le fond du problème. C'est pas l'histoire, pourquoi pas, peut-être, mais ça va bien vous embarquer dans le signifié, tout ça, vous allez tout comprendre. Eh bien, comment faire? Alors, le cri. Alors, qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu qui peint un truc qu'il appelle le cri, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'entend pas. Il appelle le cri. C'est quand même pas mal audacieux. Qu'est-ce que c'est que ce cri qu'on ne saurait entendre? Et pourtant, qui peut s'entendre. Parce que le peintre l'a appelé le cri. Oui, là, on est dans un champ qui est plus du tout, non seulement la physiologique, mais on est dans ce que j'essaie de dire, dans un discours qui va fonctionner entre qui et qui? Entre le peintre, qui est toujours là, même s'il n'est plus là, bien sûr. Sa voix, elle est là, sa voix, quelque sorte. Puis celui qui regarde, qu'est-ce qui peut se passer comme lien social à ce moment-là? On peut dire que quand on regarde ce tableau-là, il y a évidemment cet être parlant, là, très phallique, là, comme ça, très en premier plan, avec une bouche grande ouverte. En plus, il a les mains sur les oreilles, la bouche ouverte. Puis derrière lui, on se rend bien compte qu'il y a une sorte il y a un champ qui est tel que c'était dessiné, un champ qui est très particulier, assez tourmenté. Puis il y a deux personnages qui s'en vont comme ça. Puis il y a une espèce de barre. Alors là, je pourrais tout de suite donner une explication, dire que c'est la barre, je sais pas. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas glisser comme ça. Dans la manière du signifier.
est-ce qu'il est possible, ça le fond du problème, est-ce qu'il est possible d'arriver, si on sort de tout ce qui peut se signifier là, puisque c'est ça, le cri, c'est vraiment le signifiant, là, ça ne présente aucun message. Ah, c'est comme le sourire des anges, celui de la jouissance. Eh bien, est-ce que le cri, ce qui s'appelait le cri, les cris, écrivez-le comme vous voulez, ce qui s'écrit, eh bien, il y a son écrit, bien sûr, hein, tout ça. Hein. Est-ce que le cri, justement là, n'est pas, pour arriver à comprendre quelque chose par rapport au discours analytique, tel que j'en ai parlé, tel que le fait de parler, de revenir, de parler, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle? Progressivement, on creuse quelque chose. Comme le potier qui creuse le trou que va constituer le vase. Il creuse un trou, le potier. C'est pareil. On vient parler parce que parlant, il y a quelque chose qui progressivement va creuser un vide, un trou. C'est ça, l'absence d'être. Eh bien, est-ce qu'il est possible, c'est ça, je pense, qui se passe, enfin j'en suis là. Quand je suis mordu par cette histoire-là, on peut saluer Jean-Méric, puis quand il y a quelque chose qui se précise de plus en plus dans la voix, dans une catégorie, parce que je pensais que j'étais une certaine catégorie de ténor, puis en fait il apparaît, c'est encore plus précis. Pour ceux qui souhaitent aller sur le site de son écrit, j'ai changé, j'ai pris la dénomination italienne, ténor Lirico Spinto. Hein. Eh bien, on a bien l'impression progressivement qu'en travaillant sur les voyelles, parce qu'on travaille sur les voyelles avant de chanter, pendant des mois et des mois,